Bonsoir, vous êtes en direct sur Géopolitique Profonde, nous sommes vendredi et c'est le plateau de 19h. Je rappelle tout de suite, pour commencer, la revue Géopolitique Profonde, c'est la 22e. Un chiffre qui me parle. Revue confidentielle, mars 2025. Les meilleures signatures. Tiens, il y a nos fameux permanents, à Raphaël et à moi-même, dans les matinales, qui écrivent, que ce soit en géostratégie, en technosciences. Mardi, Sylvain Ferreira, Marc-Gabriel Draghi, le vendredi. Je l'ai eu ce matin, il était très en forme. Claude Janvier, ça sera lundi matin. Et puis beaucoup d'autres, Thibaut Kerlirzin, déplacement de la microéconomie, du mondialisme, évidemment, très complet. Une semaine de gratuité si vous venez nous rejoindre, si vous n'êtes pas déjà abonné. Et ainsi, vous pourrez bénéficier aussi, dans sa version numérique comme papier, d'une formation en ligne de décentralisation financière. En ces temps qui courent, ce n'est pas du luxe. La boutique de Géopolitique Profonde, les mugs, les suites à capuche, les bonnets, les casquettes, c'est le printemps. Et le fameux « il ne faut pas avoir peur ». Tiens, puisque j'aime bien tester à chaque fois et que je ne crois pas lui avoir déjà fait, je me tourne vers mon compère de plateau du vendredi soir, qui n'est autre que Laurent Arthur Duplessis, qui, je vois, sourit assez peu parce qu'il sait que ça va être son tour de initiatique. Comment disait Klaus Schwab, avec l'accent ? Il ne faut pas avoir peur. Ah, c'est pas mal. Bon, ça va pas la première place, mais bon, c'est déjà pas si mal. Alors, moi, je dis qu'il faut avoir peur, parce que quand on voit l'hystérie belliqueuse qui s'empare maintenant des Européens, enfin de certains des chefs d'État européens, pas de tous heureusement, mais au premier rang desquels notre président Emmanuel Macron, qui est en pleine hystérie belliqueuse, qui retrouve de cette façon-là une posture sur la scène politique française et internationale, alors qu'il est au 36e sous-sol, et qui, hélas, regagne d'ailleurs des points dans les sondages de popularité. C'est relativement payant ce qu'il fait, parce qu'effectivement, il joue sur une certaine crédulité, évidemment. Il est chef de guerre. Il est chef de guerre. Et il y a un axe belliqueux, il y a un axe hystérique, Londres-Paris. Effectivement, les deux, le français et le britannique, sont les deux fers de lance d'un esprit belliqueux européen qui se déploie, avec en escorte les micro-États baltes, évidemment, la Pologne, mais quoique, la Pologne ne veut pas envoyer de troupes, l'Allemagne qui est quand même encore sur ses réserves, et l'Italie qui dit qu'il n'est pas question d'envoyer de troupes quand même. Mais enfin, on voit que Paris et Londres sont aux avant-postes des déclamations belliqueuses et des proclamations de regroupements militaires pour les envoyer éventuellement en Ukraine. Heureusement, ces deux pays ont tellement liquidé leurs effectifs conventionnels qu'ils sont très démunis en termes de moyens conventionnels. Donc vous avez envie de vous poser la question d'où va l'Europe, c'est ça ? Où va l'Europe ? En tout cas, elle ressemble à un poulailler affolé. On a l'impression de voir une troupe de canards sans tête qui courent partout, dans tous les sens, et qui sont tout de même extrêmement paniqués. Merci Laurent. Raphaël Beslu, déjà bonjour, bienvenue sur ce plateau de Géopolitique Profonde. Le dernier échange qu'on avait eu, je crois que c'était avec Pierre Janovi, qui a un franc succès d'ailleurs cette émission. Espérons que ce soit la même chose aujourd'hui, bien évidemment. Bon, le sujet, voilà, un des sujets, on va développer tout ça avec Pierre-Yves Rougeron, c'est l'Europe, où va-t-elle ? C'est une bonne question, et je rebondirai sur le point développé par Laurent Arthur Duplessis, sur le fait de « il faut avoir peur ». Je ne pense pas qu'il soit nécessaire d'avoir peur, parce que là, ce que l'on observe, c'est encore une fois une nouvelle stratégie de la peur pour tenter de faire plier les populations. Il faut le voir par la propagande absurde qui tourne à l'absurdité folle lorsqu'on suit les chaînes comme on parlait souvent avant de BFM TV ou de iTélé, mais maintenant c'est surtout la chaîne LCI
qui est absolument lunaire au quotidien, avec des propos qui n'ont absolument aucun sens. Et ce narratif de la peur permet de préparer l'armement, le fameux armement européen, qui sur le papier d'ailleurs pourrait être défendu quelque part, quand on voit le retrait des États-Unis, et surtout lorsqu'on veut viser un petit peu plus, on va dire, d'autonomie ou de puissance. Mais cette europuissance va affronter un réel qui va faire mal, au-delà du fait que les élites européennes, malheureusement, on peut se poser de sérieuses questions sur leur santé mentale, certes, mais ne visent que leurs propres intérêts, ça c'est absolument évident. Et il ne faut pas avoir peur, il faut juste être en colère. Et il est même nécessaire, et c'est pour ça que je pense que ça va être très intéressant pour échanger avec Pierre-Yves Rougeron, parce qu'il est temps de définir non plus clairement l'ennemi, mais en fait la doctrine à mettre en place. C'est face à ce narratif de la peur qui développe en fait un nouveau mensonge. Il faut essayer de le casser et faire de véritables propositions. C'est-à-dire qui peut rassurer la population, qui peut rassurer les militants politiques, les intellectuels, même aussi les personnes qui peuvent financer les projets. Et comme on est face à une grande transformation actuelle, eh ben en fait, il y a énormément d'aspects positifs à ça. Et on va pouvoir participer, être une sorte d'avant-garde, ça j'en suis convaincu, pour cette grande transformation. On va avoir plusieurs coups à jouer qui vont être, à mon avis, intéressants. Donc il ne faut pas avoir peur, ça vraiment, je tiens à le répéter, parce que ça va vraiment servir à écraser la population, et ça marche déjà, malheureusement. Je voudrais juste vraiment apporter une précision. Ce dont il faut avoir peur, je crois, et j'en parle assez souvent, c'est des coups tordus, notamment dont sont capables les Anglais, avec les SAS, pour essayer d'envenimer la situation par des incidents graves. Vous savez, ces fameux coups tordus de services spéciaux dont les Anglais sont spécialistes depuis longtemps. Ça sera la discussion de demain, Laurent Arthur Duplessis. Vous aurez l'occasion d'en reparler. Pierre-Yves Rougeron, président fondateur du Cercle Aristote. Bienvenue, bonjour. Sur ce plateau de géopolitique profonde, vous avez entendu déjà les premiers commentaires, la nouvelle doctrine. L'Europe, où va-t-elle pour commencer les échanges sur lesquels on va pouvoir ensuite évoluer au gré de vos inspirations, à vous les invités? L'Europe attend le retour de sa figure paternelle. Donc elle attend le retour du Parti démocrate. C'est-à-dire que les États européens qui se sont pris la guerre d'Ukraine et son retour en pleine figure, une guerre qu'ils ont, j'étais dans les institutions européennes à ce moment-là, totalement voulu. Alors, on reviendra sur l'histoire, disons, chronologique de la guerre d'Ukraine, mais il faut savoir que les Américains qui étaient présents sur sol en Ukraine, en réalité, rattrapent la balle du Maïdan. Or, c'est une balle tirée par les Européens, et par n'importe quels Européens, j'y reviendrai si nécessaire, et pas par les Anglais d'ailleurs. Les Anglais aussi rattrapent la balle en deuxième rideau. Et pas par les Français, hein, c'est un coup du BND qui a raté, vu que la guerre d'Ukraine aurait dû avoir lieu, mais beaucoup plus tard. L'Ukraine, de toute évidence, n'était pas prête en 2014, ce qui vous donne, qui est arrivé ensuite, la manipulation de Minsk, la tentative de Kraïna de 2022, le contre-coup russe, et aujourd'hui, la défaite militaire. Or, seule nouveauté de tout ce problème, vu qu'une large partie des Européens voulaient coller à la géopolitique, à l'os politique allemande, mais c'est la démission américaine. C'est-à-dire le fait d'avoir un néo-nixonien à la Maison-Blanche, ce qui était, si vous voulez, ce qui était prévisible pour Trump 2, mais ils ne sont toujours pas remis de Trump 1. Ça se voit d'ailleurs dans la manière dont ils ont d'en parler. Or, ça, c'est la seule nouveauté du problème. La haine anti-russe de la plupart des Européens, elle a 1000 ans, hein, donc c'est pas une grande nouveauté. Un président américain qui régresse dans son impérialisme, ça, c'est une nouveauté. Et c'est le désarroi européen, c'est-à-dire de tenir 2 ans, de tenir 2 ans pour maintenir l'euro-mondialisme 2 ans avant le retour de la puissance tutélaire, le retour tant espéré à la faveur d'une défaite, si possible 5 ans, des Trumpistes aux élections de mi-mandat. Sinon, l'euro-mondialisme devra tenir
encore 2 ans, et ça, c'est quand même très compliqué d'avoir un projet géopolitique aussi foireux, de le tenir 4 ans face à la Russie, mais pas uniquement la Russie d'ailleurs, face à la Chine et face à l'administration Trump. En réalité, les Européens ne jouent pas à l'Ukraine. Ils jouent la survie de l'institution xénocratique européenne. C'est tout. Et pour ça, ils sont prêts à dépenser 1000 morts, dont au moins 650 à 850 Ukrainiens. Tous les jours. Ce qu'on va faire, Pierre-Yves, il y a un problème de micro. Donc on va voir, la technique va essayer de régler ce problème avec vous et on va vous reprendre tout de suite après. Je vous propose déjà, sur les premiers éléments de Pierre-Yves Rougeron, Laurent Arthur du Plessis et ensuite Raphaël de réagir. Oui, Pierre-Yves Rougeron a raison de pointer les élections de mi-terme qui évidemment cristallisent les espoirs des mondialistes, puisqu'il est très difficile pour un président américain de conserver au mi-terme la majorité au Parlement. Les cas contraires sont exceptionnels. Et il est vrai que Trump doit jongler avec des données économiques qui ne sont pas simples, parce que les droits de douane ont un caractère inflationniste, au moins dans un premier temps. Et l'inflation, c'est une donnée centrale de la vie électorale américaine. Le coût de la vie, le coût du carburant, etc. Donc là, Donald Trump jongle un peu avec la quadrature du cercle. Il faut qu'il tienne ensemble les chevaux du quadrige et c'est un exercice difficile. Alors effectivement, s'il maintient une majorité conséquente au mi-terme, comme dit Pierre-Yves Rougeron, il aura 2 années de plus pour continuer à mener à bien sa politique. Mais si il perd la majorité au Parlement, étant donné la Constitution américaine qui a été échafaudée par les pères fondateurs pour limiter au maximum, corseter au maximum le pouvoir du président, et en fait corseter l'exécutif au maximum, par allergie aux rois européens, aux despotes entre guillemets européens, il sera fort embarrassé, Trump, pour continuer à ce moment-là son action. Raphaël. Oui, je suis fondamentalement d'accord avec ce qui a été dit. C'est vrai qu'il faut toujours surveiller les élections de mi-mandat parce qu'historiquement, on assiste à chaque fois à un retournement qui permet un certain ralentissement de la politique du président en place. Sauf que là, moi, je suis convaincu qu'on assiste quand même à un mouvement particulier, un changement profond au sein des États-Unis. Là, Trump entame son 3e mois et les actions qu'il a menées sont absolument colossales et répondent absolument aux besoins des Américains. Quand on voit la grande purge sur le plan fédéral qu'il est en train de réaliser, les nombreux scandales qui ont pu être déployés, notamment le scandale de l'USAID, le fait qu'il ait décidé de mener des actions immédiatement sur le conflit ukrainien, parce que ça répondait aussi à une demande de l'électorat américain. Il y a le fait de sécuriser les frontières, de vouloir s'occuper de l'économie et aussi arrêter ces guerres qui jouent sur l'aspect économique et l'inflation. Et donc Trump s'est engagé immédiatement dans des négociations. Évidemment, il n'a pas pu respecter sa promesse qui était de régler le conflit en 24 heures, mais on va dire que la réaction des élites euromondialistes, ça c'est aussi important de le rappeler. Moi je dirais même qu'il y a une sorte de grand déplacement de ce qu'on appelait les élites néoconservatrices qui se sont déplacées sur le sol européen. On le voit d'ailleurs dans les éléments de langage qu'ils utilisent. C'est le fait de vouloir dire la paix par la force, le vouloir remettre un ennemi russe. Et d'ailleurs, nos spécialistes de plateau sur LCI nous reparlent en fait finalement sous l'angle de la guerre froide, où ils nous expliquent que on a Michel Goya qui nous avait donné une grande leçon de géopolitique en expliquant qu'on pouvait faire la comparaison avec les années 30. Certain Chantal Goya, pour son ancien élève, qui n'est autre que Sylvain Ferreira. Cher à Sylvain Ferreira, absolument. Et donc, il va falloir observer le changement qu'il pourrait y avoir sur les élections de mi-mandat. Mais personnellement, je suis quand même plutôt optimiste sur la puissance de Trump. Parce que là, il y a quand même une grande différence par rapport à son premier mandat. C'est
déjà l'expérience qu'il a pu accumuler, l'entourage qu'il a, et surtout, c'est que la situation des États-Unis s'est fortement dégradée comparé au premier mandat. Et donc, ça a mobilisé beaucoup plus les électeurs américains sur des problématiques concrètes. C'est-à-dire que là, le peuple a besoin d'actions, et donc il peut tolérer des actions radicales de la part de Trump, parce que les actions de Trump sont absolument radicales et totalement diabolisées par le bloc européen. Donc ça, c'est quand même intéressant, évidemment, à observer, ce qui pourrait changer. Mais ce qu'il va falloir observer, c'est surtout, on va dire, la tentative de bras de fer sur l'échelle européenne, vouloir montrer que c'est un bloc géopolitique qui pourrait rivaliser avec les États-Unis, même si dans chaque communiqué, et encore récemment avec le fameux sommet, les différents sommets qui ont été organisés, ils terminent toujours leur conclusion en disant, bon, il va quand même falloir voir ce que va dire Washington, parce qu'on ne peut pas déployer des troupes en Ukraine s'il n'y a pas les Américains, et il faut attendre quand même de voir comment se passent les négociations avec les Américains pour savoir où se placer. Donc voilà. Alors on va réessayer, peut-être, si c'est possible, d'avoir à nouveau Pierre-Yves Rougeron, en espérant que le problème technique a été résolu. Est-ce que vous, déjà, Pierre-Yves, vous nous avez entendu? Vous avez pu entendre les invités? Mais moi, je vous entends très bien. Mais c'est beaucoup mieux. Impeccable. Eh ben voilà, c'est parti. Voilà, très très bien, Pierre-Yves. Vous pouvez y aller. Donc, je rebondis sur ce qui vient d'être dit. C'est très juste parce que Trump a... alors, c'est une stratégie qu'on prête à Bannon, ce qui pouvait être vrai au premier mandat, je ne suis pas certain que ça le soit au second, qui est d'occuper l'ennemi. Et ça, c'est certain, c'est ce qu'il fait. Tous les jours, il attaque et oblige l'ennemi à réagir. Il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, Donald Trump a 3 adversaires. Il a 3 adversaires. Sur sol américain, je vais venir aux Européens tout de suite après. Sur sol américain, il a ce qui reste du Parti démocrate. Vous avez remarqué que le Parti démocrate n'en ouvre pas une depuis maintenant 3 mois. Vous avez remarqué. Pourquoi? Pour une raison qui est très simple, c'est que à la minute où quelqu'un parlera, ça tournera à une campagne violente anti-Barack Obama. Objectivement, vous le savez, enfin en tout cas les auditeurs de Géopolitique Profonde, je pense, le savent, le mandat Biden était le 3e mandat Obama, le mandat Kamala Harris devait être le 4e mandat Obama. Or, ça va pas, ils vont pas faire payer la défaite à Kamala Harris éternellement. Vous avez remarqué d'ailleurs qu'elle a quasiment disparu. Mais Barack Obama est présent et il n'a pas nécessairement envie que la restructuration du Parti démocrate se fasse contre lui. Or, il est encore l'un des seuls qui pèse dans le jeu pour l'instant. Donc, il va falloir lui ménager une porte de sortie, quelle qu'elle soit, pour éviter un trop gros lavage de linge sale en famille. Premier ennemi. Deuxième ennemi, la presse. Troisième ennemi, les instances fédérales qui ont été les plus enclines au mondialisme, celles à qui Donald Trump a envoyé Musk à la suite. Principalement, on va être très clair, ce qui est visé, c'est la CIA, le FBI, c'est toute une partie du renseignement. Donc ce sont des gens, plus d'autres agences fédérales, qui vont tomber dans la tenaille, Musk, d'un certain côté pour ceux qui ont, disons, pour les agences civiles, et pour tout le reste, qui vont tomber sur Gabbard, c'est-à-dire sur la surveillance des spécialistes du renseignement. Donc, ça, c'est les 3 adversaires que pour l'instant Donald Trump a. Sauf coup de théâtre, type grand mouvement populaire, suite à un problème précis, le reste est à peu près sous contrôle. Donc, il a un certain temps devant lui. Temps qu'il doit utiliser, en tout cas, il devrait utiliser pour terminer le problème mondialiste, parce que le problème mondialiste européen, rappelez-vous, a déjà coûté très cher à Donald Trump lors de son premier mandat, car je vous rappelle que ce que le Parti démocrate a mis en place juste avant l'affaire du Capitole n'aurait pas été possible sans d'abord les Otaniens, qui sont quand même les mecs les plus sérieux, et le soutien des eurocrates. Donc, Donald Trump a retenu cette leçon, et déjà, il pratique une politique systématique d'humiliation des autorités communautaires, avec la manière dont Van der Leyen est traitée, par exemple, ce qui, pour ma part, me réjouit, je vous le dis franchement, mais il sait qu'il va falloir aller plus loin, car de toute façon, pour les Européens, leur soutien au mondialisme
je crois que ça a été dit sur votre plateau, le mondialisme a basculé côté européen. En réalité, il a basculé dans un triangle, disons, Bruxelles, Francfort, Berlin, très clairement. Et ils entendent maintenir la cause mondialiste jusqu'à ce que le Parti démocrate se relève, ou parce qu'ils espèrent plus un putsch interne du Parti républicain contre Trump. Je pense que ça, de toute façon, c'est plié. Mais voilà où ils en sont. C'est éviter que Donald Trump puisse passer la main, parce que là, ça veut dire la fin du projet. Il faut quand même bien se rendre compte, sans que nous puissions pour l'instant l'expliquer, que beaucoup d'écrits de la famille mondialiste parlent d'à peu près une dizaine à une quinzaine d'années de réserve pour que le projet puisse se relever. Vous vous rappelez peut-être, il y en a eu beaucoup qui ont parlé pendant les JO, c'est-à-dire, et pendant la période qui a suivi l'élection de Donald Trump, nous avons encore une dizaine d'années pour sauver le projet de nouvel ordre mondial, le projet mondialiste, c'est la même chose, avant que ce soit beaucoup trop tard. Et en réalité, ils sont face à une fenêtre qui se ferme, d'où l'hystérie des Européens. L'hystérie ne pourra passer, parce que c'est des chats coupés, hein. Donc, bah oui. Donc, ça passera par, disons, une politique de fortin et de chasse à l'ennemi intérieur. Ouais. Donc, nous. Oui, ça c'est très vrai. Raphaël, on se souvient en effet de ce regard halluciné de Macron avec le Capitole. En pleine nuit, il convoque les journalistes et s'exprime sur la démocratie en danger aux États-Unis. C'est exactement ce que vient de dire Pierre-Yves Rougeron. Tout à fait. Je n'aurais pas là grand-chose de plus à dire sur le résumé qui a été fait. Bon, peut-être sur l'axe, parce que là, on va dire actuellement, il faudrait plutôt parler de l'axe, c'est Bruxelles, Londres, Paris. On voit qu'il est extrêmement actif, mais c'est vrai, et parce que là, ça va être tout le sujet européen. C'est-à-dire que là, cette mobilisation militaire, donc là, on a Emmanuel Macron et Keir Starmer qui sont en avant-garde, la coalition des volontaires où on parle d'une trentaine de pays, où on a la Hongrie qui avait clairement refusé de participer, et on a les réticences de l'Italie qui exprime quand même son désaccord majeur sur la stratégie européenne. Ce qui va être intéressant de voir, c'est comment certains pays qui ont peut-être une volonté souverainiste, je ne sais pas, il faudrait utiliser ce terme-là, vont en profiter. Si je dis ça en rigolant, c'est parce que il faut quand même voir que, même si on a Ursula von der Leyen qui a annoncé un plan à l'échelle européenne, parce que là on parle, Macron même nous parle constamment de l'échelle européenne, mais on se rend compte qu'il y a des pays qui en profitent pour justifier une modification à l'intérieur même du territoire. Alors nous, en France, on a un Éric Lombard qui nous explique qu'on va avoir des plans d'épargne pour pouvoir mettre 500 € minimum bloqués sur 5 ans. Ça peut être légèrement plus intéressant. Il n'a été même pas capable de répondre aux questions et de vendre le projet pour financer justement l'industrie militaire. Mais là, on a quand même l'Allemagne qui a réussi à modifier le blocage constitutionnel de la Cour de Karlsruhe, oui. Voilà. Sur la mutualisation des dettes. Et ça reste, on en revient toujours au même sujet. Là, je pense que Pierre-Yves Rougeron aura beaucoup de choses à dire. Moi, j'aime beaucoup l'écouter lorsqu'il parle de l'Allemagne, parce que lorsqu'on parle de l'Europe et lorsqu'on parle des piliers de l'Europe, il faut toujours jeter un regard sur l'Allemagne. Et là, on voit que l'Allemagne, alors que là, on a le couple franco-anglais qui décide de travailler ensemble sur le sujet ukrainien, on a l'Allemagne qui, à la fois, participe à l'échelle européenne, mais surtout prépare ses projets personnels. Et ça peut avoir de gros remous, je pense, sur la situation de l'Union européenne et la fameuse dislocation potentielle qu'il pourrait y avoir, ou en tout cas la grande mutation qu'il pourrait y avoir dans les années à venir. Malgré la routine de la vie quotidienne, on peut trouver un autre univers dans la lecture. Un livre est une amitié, comme disait Proust. Il nous accompagne partout et nous transporte plus loin que nous pouvions espérer. Ça semble un peu cliché dit comme ça, mais oui, la lecture change la vie. C'est pourquoi avec Géopolitique Profonde, on vous propose notre revue mensuelle. En plus d'avoir les meilleures expertises sur les sujets essentiels de notre société, il y a aussi des solutions financières pour s'émanciper du système. On essaie de changer la vie de ceux qui nous lisent, intellectuellement comme matériellement. Quand les intérêts rencontrent la sympathie, c'est souvent une nouvelle amitié qui commence. Car on n'est pas là pour vous raconter des histoires, mais pour vous aider à écrire la vôtre.